Bienvenue sur le podcast Bien dans mon ventre, le podcast à destination de toutes les personnes qui veulent faire la paix avec leur ventre et des professionnels de santé qui veulent approfondir la prise en charge des troubles digestifs. Je m'appelle Anne-Sophie Basquet, je suis naturopathe, formée à la micronutrition et passionnée par tout ce qui touche de près ou de loin à la digestion, au microbiote et à ce qu'on appelle le deuxième cerveau. Mon objectif, apprendre le plus de choses possibles sur tous ces sujets et vous les transmettre ensuite via ce podcast, mais aussi via des formations en ligne. Ici, chaque semaine, je vous dévoile mes dernières trouvailles et retours d'expérience en termes de santé naturelle, alimentation et hygiène de vie, pour que vous ou vos clients puissiez retrouver un ventre serein et une pleine santé physique et mentale. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans mon ventre. Aujourd'hui, on se retrouve avec l'épisode numéro 158 dans lequel on va parler de digestion et de grossesse avec un focus sur le premier trimestre de grossesse. J'ai eu envie de vous faire cet épisode déjà tout simplement parce que si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, je suis enceinte et j'ai dépassé donc le premier trimestre, je suis dans le deuxième trimestre, mais du coup depuis que je l'ai annoncé sur Instagram et que j'ai évoqué un petit peu les soucis de digestion qui peuvent arriver au premier trimestre, j'ai eu pas mal de messages de plusieurs d'entre vous qui me posaient des questions, qui étaient aussi concernés par tout ça. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en parler puisque vous le savez, ici on parle principalement de digestion, mais j'essaye aussi de vous partager un petit peu mes expériences, mes expériences de vie à partir du moment où ça peut vous être utile. Et surtout, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'essayer de vous apporter peut-être des réponses si jamais vous êtes concerné de près ou de loin par des troubles digestifs liés à la grossesse. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà je vais un petit peu vous raconter moi comment s'est passé mon premier trimestre au niveau digestion, parce que, pas juste pour le plaisir de vous raconter, mais parce que je trouve que c'est important de parler de ces choses-là, et moi c'est des choses dont j'avais un petit peu entendu parler, mais pas assez je trouve, et je trouve que c'est une situation dans laquelle on peut vite se sentir seul et se sentir un peu perdu, donc je trouve que c'est important aussi de lever la parole entre guillemets sur tout ça. Et puis ensuite on va voir vraiment de manière plus pratico-pratique pourquoi est-ce qu'on a des troubles digestifs et principalement des nausées lors du premier trimestre de grossesse, ce qui les favorise, etc. Est-ce qu'il y a une raison derrière tout ça? Et puis aussi un petit peu les solutions, même si vous allez voir, il y a plein de choses qu'on peut faire, mais on est quand même assez limité parce que pendant une grossesse, il y a plein de choses qu'on peut pas faire, et puis surtout on baigne dans un cocktail d'hormones contre lequel on peut pas non plus faire grand chose. Mais voilà, je vais vous donner un petit peu tout ce que moi j'ai pu tester, tout ce que j'ai vu, entendu parler, etc. Si ça peut vous aider, ce sera toujours ça de prix. Et puis j'ai noté aussi les questions que vous m'aviez posées sur Instagram, donc je vais essayer d'y répondre effectivement sur cette thématique. Donc pour vous raconter un petit peu mon retour d'expérience du premier trimestre, moi il faut savoir que les nausées, c'était justement le truc qui me faisait peur par rapport à la grossesse. C'est-à-dire que d'aussi longtemps que je m'en souvienne, j'avais très envie de savoir ce que ça faisait d'être enceinte, vraiment de vivre cette expérience que je trouve assez incroyable. Je trouve ça fou quand même que le corps d'une femme soit capable de créer un autre corps, un petit être humain. Donc je voulais vraiment vivre ce truc, même si je fais une petite aparté parce que ça n'a pas grand chose à voir avec le sujet, mais je sais que c'est aussi un sujet quand même qui touche pas mal de personnes. J'ai longtemps hésité quand même avant de me lancer dans la maternité, comme beaucoup de personnes je pense de ma génération. Je savais pas, est-ce que j'avais vraiment envie de devenir maman, est-ce que j'avais envie d'élever un enfant dans le monde dans lequel on vit, sans tomber dans le catastrophisme, et voilà. Mais bon, il faut quand même être un peu réaliste, il y a des choses où je me dis, est-ce que j'ai envie de mettre au monde un petit être humain et lui laisser un peu ce cadeau pourri que sera la planète Terre dans quelques années. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui faisaient que je me suis longtemps posé la question. Donc c'est pour ça aussi que je me suis décidée un peu tard. Moi aujourd'hui j'ai 38 ans. J'en parle ici parce que je sais que c'est... Voilà, je vais pas m'étendre trop sur le sujet,
parce que c'est pas l'objet de ce podcast, mais je sais qu'on est quand même nombreuses à se poser cette question. Donc voilà, moi pour vous dire un peu, j'avais très envie de savoir ce que ça faisait d'être enceinte, mais j'étais pas sûre de vouloir devenir maman, jusqu'à un moment où c'est vraiment devenu plus une évidence, et je me suis dit bah si, en fait j'ai vraiment envie de connaître cette aventure, de transmettre tout ce que je pourrais transmettre à mon enfant ou mes enfants, on verra si j'en ai un ou plusieurs. Mais voilà, je me suis décidée avec mon conjoint, on s'est dit allez ok, on y va, c'est parti. Et puis en même temps, bah, sinon la vie allait décider un petit peu pour moi, parce que quand on est une femme, on a un peu une date de péremption en termes de maternité. Donc voilà, vu que j'ai eu 38 ans l'année dernière, eh bien je me suis dit peut-être qu'il est temps d'y aller quand même, hein, parce qu'il faudrait pas non plus attendre trop longtemps, sinon il y a un moment, effectivement, la vie va décider pour moi. Donc voilà, j'avais vraiment cette envie de connaître et de vivre la grossesse. J'avais vraiment envie de savoir ce que ça faisait, parce que je pense que tant qu'on le vit pas, c'est compliqué de savoir ce que ça fait, même si on entend beaucoup de choses dessus. Mais le truc qui me faisait peur, c'était effectivement les nausées. En sachant que mon seul point un peu positif, le seul truc où je me disais bon ça va aller, c'est que il semblerait que quand même les nausées, il y ait une grosse part, enfin en tout cas une part, je sais pas si elle est si grosse que ça, mais il y a une part qui est génétique. Donc on peut se dire, si nos mamans ont eu énormément de nausées, il y a plus de chances que nous-mêmes on souffre de nausées. À l'inverse, si notre maman n'a pas eu de nausées, il y a plus de chances que nous, on ne souffre pas de nausées. Mais c'est pas mathématique, mais voilà, il y a quand même une part de génétique. Bon, moi, il se trouve que ma maman, elle n'a jamais eu de nausées. Elle a eu 2 grossesses, elle a jamais eu de nausées, elle était hyper épanouie et tout, donc je me suis dit, avec un peu de chance, ça va être pareil pour moi. Je misais un petit peu tout sur ça aussi, hein, je vous avoue. Sauf que du coup, je vous le donne en mille, bien sûr, ça ne s'est pas passé comme ça pour moi. À partir de la fin de la 3e semaine de grossesse, donc 5e semaine d'aménorrhée, parce qu'il y a aussi ce truc-là, quand on tombe enceinte, on apprend une nouvelle forme de calcul, puisqu'on calcule à la fois les semaines de grossesse, donc c'est-à-dire vraiment à partir du moment où nous sommes tombées enceintes, et les médecins, eux, calculent par rapport à la date des dernières règles. Voilà, bon, bref, je vais pas rentrer non plus trop dans le sujet de là-dessus, mais c'est un peu un casse-tête chinois. Mais donc, pour vous situer à peu près, moi, à partir de la fin de la 3e semaine de grossesse, donc 5e semaine d'aménorrhée, j'ai commencé à avoir des nausées. Au début, je me suis dit, oh, ça va, c'est léger, ça devrait aller, bon, ça devrait le faire. Et en plus, ça tombait pile à un moment où la semaine d'après, donc la 4e semaine de grossesse, donc 6e semaine d'aménorrhée, où je partais en vacances à Londres, en plus, qui est quand même un endroit où la nourriture, c'est un peu le paradis là-bas, on peut manger tout ce qu'on veut à n'importe quelle heure, et il y a plein de trucs trop bons à manger. Autant vous dire que j'en ai pas beaucoup profité au niveau culinaire, hein, parce que vraiment là j'étais pas bien du tout. Et à partir de ce moment-là, voilà, j'ai vraiment commencé à avoir des grosses nausées. Alors effectivement, moi pas forcément trop le matin, on parle souvent de nausées matinales, mais alors je sais pas pourquoi on dit ça, enfin si je sais, parce qu'effectivement il y a quand même beaucoup de femmes qui sont plus touchées le matin, notamment au niveau de la glycémie, on va le voir un petit peu après dans ce qui peut un peu favoriser les nausées, etc. Parce que le matin, la glycémie peut être un peu plus basse, donc ça peut engendrer des nausées. Mais j'ai quand même, d'après mes recherches, j'ai quand même vu qu'il y a beaucoup de femmes pour qui c'est pas du tout des nausées matinales, hein, c'est des nausées journalières en fait. C'est-à-dire que ça arrive à n'importe quel moment de la journée. Et donc voilà, moi ça a commencé, le matin ça allait encore à peu près, j'étais capable en tout cas de prendre un petit déjeuner, bon pas un truc gargantuesque, mais j'étais capable de manger le matin, sauf que en général vers le milieu de matinée, là ça commençait à vraiment pas aller, et toute la journée globalement j'avais la nausée, et voilà, vraiment cette envie de vomir permanente. Alors j'ai peut-être eu cette chance, c'est que je n'ai jamais vomi, mais j'ai eu quand même cette envie de vomir en permanence. Alors je sais que ça pourrait être pire, hein. Il y a des femmes, on va en parler aussi, qui elles ne font que vomir. Alors là, l'enfer sur terre, je ne sais pas comment j'aurais survécu à ça, puisque pour tout vous dire, moi en plus tout ce qui est nausée, etc., moi j'ai vraiment ce qu'on appelle la phobie du vomi, donc je suis hémétophobe. Je dis souvent dans la vie j'ai 2 phobies, c'est les araignées et le vomi, donc voilà, donc c'est pour ça aussi que les nausées c'était vraiment ma hantise, et en plus de ça j'ai eu pas mal de problèmes par rapport à ça étant un peu adolescente. J'ai jamais eu vraiment de troubles du comportement alimentaire, j'ai jamais souffert de boulimie ou d'anorexie ou autre, mais il y a une période dans mon adolescence où vraiment j'avais très souvent la nausée. Du coup je n'osais plus manger parce que j'avais peur de vomir, donc c'était pas du tout je voulais pas manger parce que je me trouvais trop grosse ou quoi,
c'est vraiment que j'avais très très peur de vomir et d'avoir envie de vomir. Du coup, j'arrivais plus à manger, quoi. Donc il y a un moment où j'ai quand même perdu un petit peu de poids et tout. Bon, pas au point où, j'ai pas été hospitalisée. Enfin voilà, c'était vraiment assez léger quand même. Mais je me souviens que cette période-là, elle était assez traumatisante parce que j'avais tout le temps très très peur d'avoir la nausée, j'avais souvent la nausée, alors je vomissais pas pour autant, mais voilà, j'avais très très peur d'être malade en dehors de chez moi, j'osais plus trop sortir de chez moi, enfin c'était vraiment assez handicapant. Je sais que c'est un problème qui touche pas mal de personnes. En discutant, je me suis rendu compte que j'avais plusieurs amies, surtout des femmes d'ailleurs, qui en ont aussi souffert dans leur adolescence, donc bon, je pense que c'est un truc malheureusement assez commun, mais du coup les nausées, moi ça réveille vraiment un peu des traumas d'adolescence, quoi, vraiment ça me met dans un état de panique et de détresse qui est vraiment assez intense. Donc autant vous dire que ma hantise s'est concrétisée, hein, parce que vraiment c'était un peu le truc aussi pour lequel je me disais je suis pas sûre que j'ai envie de tomber enceinte parce que j'ai trop peur des nausées. Bon bah voilà, on était en plein dedans. Donc moi ça a commencé à partir de fin de 3e semaine de grossesse. Et donc pour moi ça a duré un peu plus de 2 mois, je dirais 2 mois et demi. Aujourd'hui c'est quasiment fini mais pas complètement non plus. Donc voilà, donc c'est un peu, ça a été très très long. Autant vous dire que vraiment ça a été les 2 mois je pense les plus longs de ma vie. Parce que chaque jour était vraiment un supplice, quoi. Vraiment, je trouve qu'on emploie un peu trop ce mot des petits mots de grossesse. Vous voyez, moi j'ai lu pas mal d'articles qui disaient oui, il y a des petits mots de grossesse. Petits mots MAUX, hein. Des petits troubles de grossesse. Voilà, c'est mignon. Non, c'est un calvaire en fait. Moi j'ai vraiment vécu un calvaire pendant 2 mois et je trouve que c'est important de le dire parce qu'il faut arrêter de minimiser les choses avec des mots un peu mignons, genre petits mots de grossesse. Voilà, moi ça a été vraiment hyper difficile psychologiquement. Je vais pas vous mentir, ça a été une période vraiment vraiment compliquée où j'ai très souvent craqué en me disant mais je vais pas y arriver, en fait je sais pas quoi faire là, je vais pas y arriver, je vais pas m'en sortir. Et puis j'avais aussi très très peur que ça ne s'arrête jamais parce que effectivement dans la plupart des cas les nausées notamment ça dure que le premier trimestre et puis il y a un moment ça s'arrête. Mais il y a aussi des personnes chez qui ça dure 9 mois et là je me disais mais si je dois vivre comme ça pendant 9 mois, mais on va me récupérer à la petite cuillère en fait, je vais tomber en dépression, c'est pas possible. Enfin, il y a vraiment un truc en plus, voilà, pour celles qui l'ont vécu, je sais que vous comprendrez ce que je veux dire, et pour celles qui l'ont pas vécu, ce sera peut-être plus compliqué de se rendre compte, mais c'est vraiment, voilà, parce que j'ai essayé à un moment, je me suis dit, allez, c'est bon, ça va, tu vas pas mourir, c'est des nausées, continue à vivre ta vie, ça va aller. Mais en fait, c'est une sensation qui prend le dessus par-dessus tout, quoi, vraiment. Enfin, du coup, moi j'ai passé des journées vraiment en mode lock dans mon canapé, à pas oser bouger trop, parce que dès que je bougeais, je sentais mon estomac qui jouait la salsa et qui était quand même pas loin de vomir. Donc voilà, c'était vraiment, vraiment hyper compliqué, et surtout, il y a une notion aussi, je trouve, c'est que quand on n'a plus le goût de manger, on perd d'une certaine façon un peu le goût de la vie. Enfin, vous voyez, il y a vraiment ce truc, manger, en tout cas pour la plupart des personnes, et moi c'est mon cas, c'est vraiment un plaisir, c'est vraiment ce qui rythme ma journée. Enfin voilà, j'adore manger, j'ai une relation, je pense, assez saine à la nourriture, mais voilà, j'adore manger, j'aime me faire plaisir, me faire des bons petits plats, etc. Et là, comme effectivement j'avais tout le temps envie de vomir, c'était hyper compliqué de manger, j'ai perdu du poids pendant le premier trimestre, j'avais un peu cette perte de goût de la vie, quoi, parce que du coup j'avais plus ce goût de manger, ce plaisir de manger, donc c'est un peu, mes journées elles servent à quoi, enfin, vous voyez, ça remet aussi les choses un peu en perspective, et encore, si j'avais juste pas d'appétit mais pas de nausées, je pense que ça aurait été difficile mais moins. Mais là, avec en plus les nausées, enfin vraiment moi ça a été vraiment vraiment très très difficile. Et ça m'a fait du bien justement d'entendre d'autres personnes en parler, parce que j'ai écouté quelques vidéos sur YouTube, ou voilà, notamment une de Héloïse Monchablon, qui a la chaîne YouTube Easy Blush, qui a fait des super vidéos justement sur une sur son premier trimestre, une sur le deuxième et une sur le troisième. Et elle explique aussi que le premier trimestre, elle a vraiment vécu un calvaire et que c'était horrible, et que elle aussi à des moments limite elle regrettait d'être enceinte, quoi, à se dire mais en fait je vais pas y arriver, c'est trop horrible, enfin, et c'est horrible en plus de penser ça. Il y a vraiment la culpabilité aussi de se dire mais en fait, enfin, comment je peux en être à ce point-là et me dire en fait je sais plus si je veux encore être enceinte, mais en même temps on est tellement mal que, enfin
Voilà, c'est vraiment une période très très compliquée. Donc si jamais vous êtes en plein dedans, je vous envoie énormément d'amour et de soutien. Et si vous l'avez vécu, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram pour me le partager aussi. Je trouve que c'est important aussi de se dire qu'on n'est pas seul en fait à vivre ces choses-là. Et aussi que, c'est rare les articles ou les contenus qui expliquent ça, quoi. Vraiment, moi j'ai lu tellement d'articles qui parlaient des petits mots de grossesse et ça m'a énervée. Ça m'a vraiment énervée. Parce que, alors oui, certes, il y a certaines personnes qui ne souffrent pas de nausées, qui ont un premier trimestre qui est super, et tant mieux pour elles, et heureusement qu'il y a des femmes qui traversent ça de manière fluide et confortable, c'est génial. Mais il faut pas oublier qu'il y en a aussi beaucoup pour qui c'est effectivement un calvaire. Et d'ailleurs, je suis tombée sur un livre, alors que je n'ai pas lu, mais qui s'appelle, je crois, 3 mois sous silence, où justement, qui explique à quel point il y a vraiment une espèce de je sais pas comment on dit, si c'est un embargo ou quoi, mais en tout cas on parle pas trop du premier trimestre de la grossesse. C'est un peu le truc, en général on le dit pas trop à notre entourage parce qu'on nous dit qu'il faut pas dire qu'on est enceinte parce que si jamais on fait une fausse couche, etc. Bon, moi autant vous dire que je l'ai dit à tous mes proches parce que je pouvais pas ne pas le dire. Alors certes je l'ai pas annoncé sur les réseaux sociaux, etc. Mais enfin voilà, on nous dit oui il faut pas le dire, donc en fait on est censé vivre tout ça quasiment toute seule, où il y a juste notre conjoint ou le coparent qui est au courant. Enfin c'est horrible en fait, on nous demande un truc qui est juste pas normal. Donc voilà, peut-être qu'à l'occasion je lirai ce livre qui parle de ça, de à quel point on met trop sous silence le premier trimestre de grossesse, qui peut vraiment se révéler être hyper compliqué physiquement et puis moralement aussi, parce qu'il y a aussi ce truc de se dire le premier trimestre, oui, il y a aussi fortement un risque de fausse couche, donc ça c'est aussi un truc qui est toujours là, où on se dit est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, est-ce que tout va bien, enfin... C'est un vrai cocktail qui est pas évident, qui est vraiment pas évident à vivre, je trouve. Une fois passé l'euphorie de se dire « Ah ça y est, je suis enceinte, ça a marché, c'est génial », voilà, on a quand même 3 mois devant nous qui sont pas forcément très très drôles. Donc voilà un petit peu moi mon expérience qui, voilà, on va pas se mentir, a vraiment pas été positive du tout. Même si j'étais très contente d'être enceinte, mais voilà, vraiment psychologiquement et physiquement ça a été très très compliqué. Donc voilà, globalement, et comme je vous disais dans un Reels sur Instagram, là j'ai beau avoir passé le premier trimestre, les nausées se sont vraiment vraiment beaucoup atténuées, c'est-à-dire qu'à 90% j'ai plus de nausées. Il reste un petit fond quand même où des fois je sens que je suis pas très très bien, c'est pas tout à fait normal. Et surtout, moi, le problème, c'est que la digestion, c'est une énorme catastrophe, puisque du coup, en gros, du matin jusqu'au soir, j'ai le ventre hyper gonflé. Mais vraiment, le soir, on dirait que je suis enceinte de 7 mois. Pour le coup, là, j'ai vraiment le ventre hyper tendu, j'ai l'impression qu'il va craquer. Le ventre très 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 gonflé, et du coup, c'est super inconfortable, parce que déjà, il faut que l'utérus puisse se faire sa petite place au fur et à mesure dans le ventre, mais alors quand en plus le ventre est rempli d'air, c'est compliqué, hein. Donc du coup il n'y a plus trop de place pour l'estomac, donc ça me donne aussi un peu des nausées parce que j'ai l'estomac qui est hyper comprimé, et puis en fait je sens tout simplement que mon estomac il fonctionne pas comme il devrait en fait. Je sens que tout est dur à digérer, que ça stagne, tout est lourd, c'est pas du tout agréable. Et c'est d'autant plus frustrant qu'avant de tomber enceinte, j'avais un peu préparé le terrain, je vous en avais parlé dans d'autres épisodes, j'avais fait un gros travail avec une médecin micronutritionniste pour travailler justement sur mes problèmes de digestion. Donc on avait réglé ensemble une grosse candidose, un petit SIBO, voilà, on avait vraiment fait un super boulot, ça allait beaucoup mieux au niveau digestion. Donc je me suis dit bon... A priori, là, j'ai quand même bien préparé le terrain, j'avais travaillé sur le foie aussi, pour soutenir le foie en prévision de la grossesse, de tout le cocktail un peu hormonal, etc. Bon, je dirais pas que ça n'a servi à rien, parce que si ça se trouve, si j'avais pas fait ça, ce serait 1000 fois pire. Mais j'avoue que c'est un peu frustrant, parce que j'ai vraiment travaillé pendant 6 mois avec cette médecin, j'ai fait beaucoup de choses... voilà, j'ai déboursé beaucoup d'argent, j'ai pris plein de compléments et tout, et j'en ai vu les bénéfices, mais qui ont tout à fait été annulés dès que je suis tombée enceinte. Donc voilà un petit peu pour moi, et je sais que même les personnes qui ne souffrent pas de nausées peuvent effectivement souffrir de problèmes de digestion. Ça c'est quand même très très commun chez les femmes enceintes. C'est rare les femmes enceintes qui n'ont aucun problème de digestion. Il y en a qui effectivement n'ont pas de nausées, mais souvent on a quand même une digestion qui est ralentie, tout le transit qui se ralentit un peu, parfois les choses plus difficiles à digérer, etc. Il y en a fort heureusement qui passent à travers ça et qui s'en sortent très bien, et tant mieux.
Mais voilà, il y en a quand même beaucoup pour qui c'est pas la fiesta. Donc je me suis un petit peu renseignée quand même, parce que moi j'aime bien comprendre les choses, et pour moi le côté juste t'es enceinte, t'as la nausée, non, moi ça m'allait pas, il me faut des explications. Moi j'aime bien comprendre, oui mais concrètement pourquoi? Qu'est-ce qui se passe au niveau physique, voilà, pourquoi est-ce qu'on a effectivement ces nausées. Donc il y a plusieurs choses qui se passent à ce niveau-là. Donc la majeure partie c'est au niveau hormonal, évidemment. Il se passe plusieurs choses au moment de la grossesse et particulièrement au moment du premier trimestre. La première, c'est qu'il y a une forte hausse de l'hormone de grossesse qu'on appelle bêta-HCG. C'est d'ailleurs celle-ci qu'on va mesurer si on fait une prise de sang pour vérifier si on est enceinte ou pas, et puis voir un petit peu à combien se trouve le taux de bêta-HCG pour savoir si on est dans la norme, etc. Et en fait, celle-ci, elle augmente très rapidement au début de la grossesse. Dans les premières semaines, vraiment, elle monte à des taux très très élevés. Et en fait, apparemment, cette hormone, elle stimule le cerveau et notamment la zone qui entraîne les nausées et les vomissements. Donc ça peut arriver effectivement dès le premier mois, quoi. Moi je vous dis, ça c'est arrivé vraiment à la 3e semaine de grossesse. En général, c'est à peu près entre la 2e et la 4e que ça commence à se déclarer. Donc ça, voilà, ça c'est vraiment, on n'y peut pas grand chose, hein. On se prend une espèce de vague d'hormones, et malheureusement cette hormone effectivement, elle va entre autres, elle fait plein d'autres choses très bien, mais elle va entre autres stimuler la zone du cerveau qui entraîne effectivement nausées et vomissements. Donc déjà il y a ça. Il y a aussi une augmentation bien sûr de plein d'autres hormones, notamment progestérone, œstrogène et aussi thyroxine qui jouent sur la thyroïde, qui vont un peu décupler la sensibilité aux odeurs. Donc c'est pour ça qu'en fait il y a vraiment une espèce de cocktail qui fait qu'à la fois le cerveau il est stimulé, notamment la zone des nausées. En plus de ça, quasiment toutes les femmes enceintes le vivent, on sent beaucoup plus fort toutes les odeurs, on a vraiment une sensibilité, c'est un nom que j'ai oublié, mais il y a vraiment une sensibilité aux odeurs qui est décuplée, et souvent les odeurs ont tendance à nous dégoûter. Donc des fois juste ça va, on se sent pas trop mal, et puis d'un coup on va sentir une odeur et là ça va nous donner la nausée parce que en fait on est beaucoup trop sensible, même des odeurs qu'on aimait bien avant, hein. Moi je sais que du coup ce que j'ai beaucoup fait c'est vraiment un peu l'alimentation intuitive au premier trimestre, c'est-à-dire que j'ai essayé quand même de m'alimenter, hein, même si j'avais la nausée, parce qu'en plus des fois le fait de manger ça calme les nausées, bon parfois pas, hein, ça marche pas à tous les coups, mais du coup pour savoir si je pouvais manger quelque chose, je le sentais avant, et c'était vraiment, je pouvais pas juste voir un plat, il fallait vraiment que je mette mon nez dedans, que je sente le truc et je me dis ok, oui, là c'est bon, ça passe, ou alors des fois je sentais le truc, j'étais là, ouf, non, pas du tout. Et c'était vraiment comme ça que j'arrivais à savoir un peu ce que je pouvais manger ou pas, parce que j'avais envie de pas grand chose, à part des frites, des pâtes, du pain et des cornichons, voilà, parce qu'on va en reparler après de pourquoi on a des envies un peu bizarres, et souvent des envies quand même assez communes à toutes les femmes enceintes. Mais du coup moi je travaillais vraiment avec mon nez pour savoir est-ce que ça je peux le manger, est-ce que ça non. Et d'un jour à l'autre ça pouvait changer, hein. Il y a des choses où un jour je me disais oui ça je peux le manger, le lendemain je sentais le truc, j'étais là ah non pas aujourd'hui, pas possible, même pas en rêve. Donc voilà, donc ça joue aussi fortement. Et surtout, il y a un truc que j'ai appris qui est assez intéressant, je trouve, et je l'avais pas vu partout, j'ai vraiment dû creuser un peu mes recherches. Il semblerait, ça c'est même sûr, mais il y a une hormone qui est sécrétée par, je crois, le placenta puis le fœtus, ou je sais pas exactement dans quel ordre, j'ai pas l'info précise, hein, l'idée c'est pas de vous faire un cours magistral sur ça, mais il y a une hormone qui est sécrétée qui s'appelle GDF15, je vais pas vous dire le mot complet en anglais, ce serait un peu compliqué et ça va pas apporter grand chose, mais en fait cette hormone, eh bien il se trouve que plus les taux de GDF15 sont élevés, plus les nausées sont fortes. Il y a vraiment une corrélation, ce qu'on appelle une corrélation dose-réponse. C'est-à-dire que plus les taux sont élevés, plus les nausées vont être fortes. Et il se trouve qu'a priori, les femmes qui souffrent justement de vomissements hyper intenses, qu'on appelle l'hyperémèse gravidique, qui est vraiment une maladie reconnue aujourd'hui. Alors en France, je sais pas trop parce qu'on est un peu à la ramasse, mais dans beaucoup de pays, c'est une maladie qui est reconnue. Où les femmes vraiment ne peuvent plus s'alimenter, se déshydratent, elles passent leur temps à vomir, et si vous avez souffert de ça, vraiment je vous envoie tout mon soutien, parce que je n'ose même pas imaginer à quel point ça doit être hyper horrible et difficile à vivre. Et en fait souvent les femmes qui souffrent de ça, elles présentent un taux de GDF15 anormalement élevé. Donc forcément voilà, ça crée effectivement des nausées, des vomissements très très intenses. Et à l'inverse, souvent les femmes qui ont peu ou pas de nausées, il semblerait qu'elles aient des taux de GDF15 plus bas. Alors c'est pas mieux ou moins bien, hein, c'est juste chacune est différente au cours de sa grossesse, voilà. Mais il semblerait qu'il y ait quand même une forte corrélation par rapport à ça. Et donc j'ai vu dans certains articles qu'ils essayaient de travailler sur potentiellement peut-être un médicament
pour essayer de moduler un petit peu ce taux de GDF15 chez les femmes qui souffraient vraiment de grosses nausées, voire d'hyper-MS gravidique, pour essayer de réguler un peu ça et éviter qu'elles souffrent de ça. Et il semblerait aussi que, alors de base, a priori, on a tous déjà un taux de GDF15 dans le corps, qui en général est assez bas, hein, hors grossesse, mais il y a certaines personnes, pour des raisons génétiques, qui ont un taux un petit peu plus élevé avant la grossesse, et elles vont moins souffrir de nausées, parce qu'en fait, comme elles avaient déjà un taux un petit peu élevé, le fait qu'il augmente, ça aura moins d'incidence en fait sur la réponse du corps, parce que ça les a rendues presque un peu tolérantes à ce GDF15. J'espère que vous me suivez. C'est un peu comme si, imaginons que le GDF15 c'est un peu un poison, c'est pas le cas, mais imaginons, pour vous faire un peu une métaphore, si vous en avez déjà un petit peu dans le corps, que vous avez l'habitude d'en avoir, vous êtes devenue presque un petit peu résistante à ce poison, votre corps il a appris à gérer, donc même si on vous en rajoute, il n'y a pas forcément d'effet secondaire, on va dire, alors que si à la base vous n'en avez quasiment pas dans le corps et que là on vous en met, là du coup vous allez vraiment ressentir les effets du poison. Donc voilà, un petit peu pour la métaphore, même si le GDF15 n'est pas un poison, hein, mais c'est simplement qu'effectivement, il peut augmenter fortement les nausées et les vomissements. Donc vous voyez que ça fait quand même beaucoup d'hormones, hein, il y a quand même beaucoup d'hormones en jeu, et ça, j'ai envie de dire, c'est un peu... C'est pas qu'on n'y peut rien, mais ça fait partie de la grossesse, donc après chaque femme va effectivement avoir des taux différents, chaque femme va y réagir différemment, donc ça c'est... Bon, on peut quand même moduler un petit peu ça. Maintenant, il y a quand même certains médicaments qui permettent on va en parler après, de limiter les nausées, mais par rapport aux hormones, là, on peut pas faire grand-chose. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de médicaments qui modulent les hormones comme ça, et puis en même temps, il faut bien que grossesse se passe, j'ai envie de dire. Il y a vraiment ce cocktail hormonal qui nous chamboule pas mal, déjà. Et puis, il y a aussi un rôle un peu, en tout cas, une implication anatomique dans les nausées. C'est que sous l'effet des hormones, et notamment de la progestérone, elle a tendance un peu à tout ralentir. C'est aussi pour ça qu'en général, au premier trimestre, on est un peu tout mou du genou, on est souvent hyper fatigué, on est vraiment dans un effet un peu de ralentissement. C'est rare les personnes qui ont une super énergie au premier trimestre. Ça arrive, mais c'est quand même très très rare. Et donc la progestérone, elle ralentit beaucoup de choses, et notamment elle va ralentir les mouvements de l'estomac. Et donc l'estomac, normalement, lui, il est censé se contracter normalement pour digérer. Or, s'il a tendance à être un peu au ralenti, à fonctionner vraiment au ralenti, le contenu gastrique, donc tout ce qu'on va manger, ça va stagner dans l'estomac. Potentiellement, il peut y avoir plus de remontées acides. Bien sûr, ça peut engendrer des nausées parce que l'estomac, il est à la fois beaucoup plus lent et beaucoup plus réactif, je trouve. Moi, j'avais vraiment cette sensation pendant le premier trimestre de sentir mon estomac. C'est-à-dire que d'habitude, je sens pas forcément mon estomac. Il est là, je le sais, mais je ne le sens pas. J'ai pas une conscience de mon estomac. Et pendant le premier trimestre, moi, j'avais vraiment la sensation de sentir en permanence mon estomac. C'est une sensation qui est assez bizarre, c'était pas douloureux, mais juste je le sentais. Et du coup, je sentais que par exemple si je bougeais un peu trop vite, donc des fois même pour me relever si j'étais assise, il fallait que j'aille doucement parce que sinon ça faisait danser mon estomac et là j'étais là, ouh, attention, je vais vomir. Donc il est à la fois tout ralenti, un peu mou, et en même temps très sensible en fait. Donc du coup ça fait aussi un cocktail qui fait que pour digérer c'est pas facile, faut éviter les gros repas parce que sinon ça reste sur l'estomac et ça stagne et du coup ça digère pas bien. Je vous ai beaucoup parlé du rôle de l'estomac et notamment quand il est en hypochloridrie, donc il manque d'acidité par exemple, ce qui ralentit toute la digestion. Là c'est un peu ça, il manque pas forcément d'acidité mais il fonctionne vraiment au ralenti quoi. Imaginez votre estomac comme si on lui avait mis un sédatif un peu et du coup il est tout ralenti, il fonctionne pas bien. Donc voilà, vous voyez que ça fait quand même pas mal de facteurs qui peuvent engendrer un peu des nausées. Après il y a aussi d'autres facteurs on va dire. Il y a déjà effectivement si on a des troubles digestifs qui étaient déjà présents avant, forcément ils risquent d'être décuplés pendant la grossesse. Moi j'en suis le bon exemple, hein. J'ai toujours eu des troubles digestifs, même si j'avais réussi à vraiment les diminuer ces dernières années. Mais effectivement, il y a déjà une sensibilité qui est présente, donc pendant la grossesse, ça ne va être que exacerbé, même si c'est pas toujours vrai, parce qu'il y a aussi des personnes, j'en connais plusieurs, pour qui la grossesse, au contraire, ça a vraiment signé la fin des troubles digestifs. Comme si ça leur avait fait un peu un reset, et il y a certaines personnes qui, pendant la grossesse et après, n'ont plus de troubles digestifs. Bon, j'aurais adoré faire partie de ces femmes-là, a priori c'est mal parti, mais voilà, il faut savoir que bien sûr, s'il y a déjà des troubles digestifs,
ça risque d'être un peu amplifié. Il y a aussi un point que j'ai trouvé intéressant et que j'ai découvert, c'est quand on a des antécédents de migraine, on est effectivement plus à risque de souffrir de nausées et de troubles digestifs pendant la grossesse. Moi c'est mon cas, j'ai depuis peut-être 20 ans maintenant, de temps en temps des migraines, notamment des migraines ophtalmiques, donc ce qu'on appelle aussi des migraines avec aura, c'est-à-dire que j'ai un trouble de la vision avant que la migraine ne se déclare. Et en fait, au début, je comprenais pas bien le lien, et en fait, c'est vrai que souvent, quand on a la migraine, on a aussi un peu des troubles digestifs, ça peut donner de la nausée, ça perturbe un peu la digestion, enfin voilà, on sent quand même qu'il y a un lien, et en fait, c'est vraiment effectivement un lien nerveux entre, pareil, une zone du cerveau qui va être stimulée, et l'estomac et le système digestif. Et donc quand on a des antécédents de migraine, du coup le cocktail hormonal va un peu réveiller tout ça. Alors pas forcément les migraines, moi j'en ai eu qu'une fois pour l'instant depuis le début de ma grossesse, donc je suis déjà assez contente de pas en avoir trop. Mais effectivement la stimulation au niveau de l'estomac et du système digestif, elle est déjà un peu trop sensible, et donc ça se rajoute par-dessus. Donc ça, bon, voilà, il faut le savoir, c'est quelque chose que je ne savais pas avant, sinon, je pense que je me serais peut-être plus préparée aux nausées, je me serais dit, bon, toi, ma cocotte, tu vas pas passer à travers, même si ça n'aurait pas changé grand-chose de toute façon, mais voilà. Donc ça peut aussi favoriser les nausées. Il y a aussi une partie génétique, voilà, comme je vous disais, a priori, si votre maman n'a jamais eu de nausées pendant la grossesse, il y a plus de chances que vous n'en ayez pas, même si c'est pas mathématique, j'en suis la preuve. Et inversement, si votre maman a souffert de grosses nausées, il y a plus de chances que vous-même vous en souffriez, mais ce qui encore une fois n'est pas mathématique, mais voilà, il y a une petite part de génétique. Il y a une petite partie quand même assez inexplicable, parce qu'il y a aussi plusieurs femmes, moi j'ai découvert ça en parlant un peu avec mon entourage, je connais plusieurs femmes qui ont eu par exemple une première grossesse avec 0 nausée, et une deuxième grossesse avec des nausées du début à la fin. Donc voilà, là il y a un peu une partie... Alors je suis sûre qu'il y a des explications derrière, mais... Là, comme ça, on peut se dire que c'est quand même pas très logique. Bon, après, je pense qu'il y a sûrement d'autres phénomènes, peut-être liés à une première grossesse, ça fatigue, ça peut engendrer des carences, etc. Donc bon, il y a sûrement plein d'explications, mais vous voyez, il n'y a pas toujours de logique, quoi. Bien sûr, trop de stress et de fatigue, ça augmente aussi, bien sûr, les nausées, comme à peu près tout, quand on est stressé et fatigué, souvent les petits maux qu'on peut avoir, MAUX, sont un peu amplifiés par tout ça. Donc ça, évidemment, on le sait, c'est normal. Et aussi les hypoglycémies. Donc c'est pour ça que souvent on parle de nausées matinales, parce que le matin, la glycémie est plus basse en général, puisque on n'a pas mangé durant la nuit normalement. Et effectivement, c'est pour ça qu'il y a des femmes qui souffrent vraiment de nausées matinales, parce que la glycémie est très basse. On conseille d'ailleurs souvent, dans ces cas-là, de manger quelque chose dans le lit avant de se lever, pour faire remonter un petit peu la glycémie et éviter justement d'avoir cet effet hypoglycémie et nausée. Et c'est vrai que souvent, je l'ai senti quand même au premier trimestre, souvent quand j'avais pas mangé depuis un petit moment, et quand je dis un petit moment, ça peut des fois être 2 heures, parce que comme on fait des tout petits repas, ça tient pas très longtemps, eh bien je sentais que c'était pire au niveau nausée, à la fois parce que plus l'estomac est vide, plus on risque d'avoir de nausées, ce qui est un peu étrange, mais bon, c'est comme ça, parce que il est plus sensible, il est plus réactif, donc c'est pour ça qu'on conseille quand même de manger pour essayer de calmer l'estomac. Et effectivement, le fait que la glycémie soit basse, ça peut aussi déclencher des nausées. Donc voilà, donc ça c'est aussi un point qu'il faut aussi avoir en tête. Ensuite, je me suis demandé, parce que je me suis dit, ok, toutes les femmes, ou beaucoup de femmes en tout cas, ont des nausées pendant le premier trimestre de grossesse. Mais pourquoi, en fait? Pourquoi? Est-ce qu'il y a une explication, ou est-ce que c'est juste une punition? Et c'est comme ça, et voilà. Je me suis dit, forcément, au niveau de l'évolution, il doit y avoir une raison. Enfin, on va pas juste souffrir pour souffrir. Il doit y avoir quand même, je l'espère, une certaine logique derrière. Eh bien, j'en ai trouvé une à peu près, qui est qu'il semblerait que le rôle des nausées... Alors, c'est une supposition, les médecins ou les scientifiques n'ont pas... validé le truc avec un tampon, de dire c'est sûr, on sait que c'est ça. Mais bon, ça me paraît quand même assez logique. Il semblerait que les nausées soient notamment là pour empêcher que la maman ne mange quelque chose de néfaste pour le bébé, surtout au premier trimestre, parce qu'effectivement c'est là où le fœtus il est le plus vulnérable, il est en construction, c'est là où vraiment tout se construit. On dit souvent que le premier trimestre c'est vraiment la construction, et puis les 2 trimestres d'après c'est l'amélioration. Mais à la fin du premier trimestre, le bébé il a quasiment tous ses organes qui sont là, alors ils sont tout petits et pas super fonctionnels, mais ils sont là, et après il va passer 6 mois à améliorer tout ça. Donc le premier trimestre, le fœtus est hyper vulnérable à tout ce qu'on peut boire et manger ou respirer ou tout ce avec quoi on est en contact.
Et il semblerait qu'effectivement, les nausées, c'est un petit peu fait exprès pour que la maman, elle n'aille pas manger des choses qui pourraient être néfastes pour le bébé. D'où le fait que souvent, c'est vrai que j'ai remarqué quand même dans les envies de femmes enceintes du premier trimestre, surtout celles qui souffrent de nausées, on a souvent envie de choses assez neutres et assez denses au niveau calories. Donc par exemple, moi au début j'avais envie de frites, ce qui m'arrive pas souvent, alors j'adore les frites, mais j'ai rarement des envies de frites. Et là vraiment, notamment quand j'étais à Londres, j'avais envie de manger des frites quoi. Alors le truc c'est que j'étais capable d'en manger 3 et après j'étais rassasiée parce que j'avais la nausée. Mais voilà, j'avais envie de manger des trucs assez neutres et en même temps denses en calories. Donc des frites, souvent c'est des féculents, hein, donc souvent ça va être des frites, des pâtes, du pain, voilà, souvent du riz, on essaie de manger des choses comme ça parce que ça n'a pas un goût très prononcé, c'est un goût un peu, enfin c'est un aspect un peu réconfortant, en même temps c'est assez énergétique donc ça nous permet d'avoir des calories quand même si on n'arrive pas trop à manger. Mais c'est vrai qu'on a rarement envie, enfin moi en tout cas moi j'avais pas envie et de ce que j'ai entendu dans mon entourage pas trop non plus, on n'a pas forcément envie de trucs super exotiques quoi, enfin voilà. Et on a aussi envie souvent de trucs acides. C'est pour ça que souvent on dit les femmes enceintes ont envie de cornichons. Alors moi clairement j'ai eu ça. Au bout de quelques semaines, j'étais là, il me faut des cornichons, j'ai envie de manger des cornichons. Donc des cornichons avec du pain, c'était génial. En fait les cornichons c'est simplement que c'est assez acide. Et on a souvent envie de choses un peu acides. Je sais aussi que parfois le citron, ça peut soulager un peu aussi les nausées. Et je pense qu'il y a un peu un truc dans la nature avant, hein, nos ancêtres, à l'époque où ils mangeaient les plantes qu'ils avaient autour d'eux, souvent on considère que ce qui est acide est plus sûr que ce qui est amer. Parce qu'en général, les choses qui étaient un peu poison dans la nature, elles étaient plutôt amères. C'est pour ça d'ailleurs je crois que l'appétence pour le goût amer c'est un des derniers qui se développe chez l'enfant. Je suis pas certaine, hein, j'ai peur de dire une bêtise, mais en tout cas c'est rare quelqu'un qui est hyper fan du goût amer. Ça arrive, mais souvent on est plus fan du goût sucré ou du goût acide ou salé. Mais le goût amer, c'est comme il y a beaucoup de plantes dans la nature qui sont poison et qui sont amères. Eh bien, il semblerait qu'au niveau de l'évolution, c'est vrai que moi, j'avais pas du tout envie de trucs amers pendant mon premier trimestre, quoi. J'avais plutôt envie de trucs acides, parce que tout ce qui est acide, a priori, c'est plus safe au niveau poison, etc. Je vous parle de ça il y a longtemps, hein, mais voilà. Donc, vous voyez qu'il semblerait qu'il y ait une certaine logique, même si, bon, j'ai envie de dire, c'est bien gentil tout ça, mais bon, normalement, voilà, maintenant, on sait à peu près ce qu'on fait, on n'est plus à l'époque où on mangeait les plantes autour de nous. Mais bon, l'évolution a décidé de garder les nausées parce qu'il doit y avoir une raison derrière. Mais voilà, moi ça m'a fait du bien quand même d'avoir une explication et de me dire que je ne souffrais pas pour rien. Et que bon, c'était un petit peu, les choses sont bien faites, l'évolution ça nous a sûrement permis de survivre et voilà, donc bon, voilà, globalement. Donc là on a surtout parlé des nausées, mais je l'ai un petit peu évoqué avant, il y a aussi d'autres problématiques que les nausées, hein, pendant le premier trimestre, il peut y avoir forcément tout ce qui implique, enfin tout ce qu'un transit ralenti va impliquer. Donc de la constipation, des ballonnements, des lourdeurs digestives, aussi en fait si l'estomac fonctionne moins bien, c'est tout le système digestif qui est impacté. Donc il peut y avoir aussi des maux de tête, de la fatigue, des problèmes de peau. Moi j'ai une peau catastrophique depuis que je suis enceinte. C'est vraiment la cata et je sens que a priori c'est très lié à ce que je mange en fait parce que comme je digère pas bien, à mon avis, vu comme j'ai le ventre gonflé et tout, je pense que le SIBO que j'avais avant la grossesse et que normalement j'avais réglé, il est complètement revenu. Et je pense aussi qu'il doit y avoir une belle hyperperméabilité intestinale, ce qui est plutôt physiologique pendant la grossesse, mais plutôt vers la fin. Bon là, à mon avis, je suis en plein dedans, sauf que tout ça, je ne peux rien y faire tant que je suis enceinte. En fait, si je peux pas prendre tous les compléments qu'on prend d'habitude pour tout ça. Donc voilà, tous les réflexes que j'ai, que je connais par rapport à la digestion, moi c'est un peu la grande inconnue parce que je connais pas du tout tout ce qui est grossesse et tout ce qui est autorisé pendant la grossesse, donc je me renseigne au fur et à mesure, mais tout ça, je peux rien faire sur ça. Donc c'est ça qui est un peu frustrant, c'est que en temps normal, je saurais quoi faire et voilà. Mais là, effectivement, il y a plein de trucs où je me dis non, j'ai pas le droit. Et ça, non, j'ai pas le droit. Et puis je vais pas m'amuser à prendre des trucs si je suis pas absolument certaine. Donc voilà, pour l'instant, je fais pas grand-chose. Donc voilà un petit peu les problématiques qu'on peut avoir et ça pour le coup les problématiques digestives, vous voyez moi j'ai passé le premier trimestre donc j'ai beaucoup moins de nausées, par contre la digestion c'est vraiment la cata et ça malheureusement j'ai bien peur que ça m'accompagne jusqu'à la fin de la grossesse, j'espère que non. Mais j'essaye de pas trop avoir d'espoir parce que je veux pas être déçue, donc voilà, j'essaie de faire tout ce que je peux de manière naturelle.
Mais à mon avis, ça, c'est voilà, le cocktail hormonal, l'estomac qui fonctionne moins bien, voilà, tout simplement, ça a juste réactivé des troubles digestifs que j'avais déjà avant. Maintenant, pour vous donner un petit peu des solutions, quand même, hein, parce qu'il existe quand même des solutions contre les nausées et puis aussi contre les troubles digestifs. Alors bien sûr, il y a les astuces classiques sur lesquelles je vais pas trop m'étendre parce que ça on les entend partout, notamment fractionner ses repas, c'est-à-dire manger peu mais souvent. C'est vrai qu'au début où j'avais des nausées, surtout que j'étais en voyage en plus, donc j'avais quand même pris des comprimés au gingembre avec moi parce que j'avais un peu anticipé le truc, mais c'est tout, j'avais rien d'autre. Donc effectivement, je mangeais toutes les 2 heures quasiment, ou parfois même plus souvent que ça, des petites quantités pour essayer d'éviter de surcharger l'estomac et éviter l'hypoglycémie. Sauf que honnêtement, à la fin, j'en pouvais plus parce qu'en fait, je mangeais 10 fois par jour, quoi, et tout en ayant la nausée. Donc je me forçais à manger tout en ayant la nausée. Des fois, ça soulageait, des fois non. Donc, honnêtement, moi, j'en pouvais plus. Hein. Déjà, je mange 4 fois par jour parce que je fais 3 repas plus un goûter en temps normal. Là, j'avais l'impression de ne faire que ça de ma journée, de manger, tout en n'ayant pas d'appétit et en ayant la nausée. Donc vraiment, il y a un moment, j'ai dit, bon, j'en peux plus de faire ça. Mais c'est vrai que ça fonctionne quand même plutôt bien. Mais c'est pas évident, parce que quand on n'a pas faim, quand on a la nausée, à se forcer à manger 10 fois par jour, bon, ça va bien 5 minutes. Mais voilà, c'est quand même une astuce qu'on entend assez souvent et qui, effectivement, fonctionne plus ou moins. Bien sûr, il faudra éviter les aliments durs à digérer, donc tout ce qui est très lourd, très épicé, faire des gros repas. Bon, de toute façon, a priori, on n'a pas trop envie de ça, mais bon, voilà, il faut effectivement éviter tout ça. Au niveau des solutions un peu naturelles, il y a effectivement des comprimés au gingembre qu'on peut avoir sans ordonnance à la pharmacie, qui sont à la fois pour les femmes enceintes, mais à la fois pour le mal des transports, si on a trop mangé, etc. Donc bon, ça c'est pas mal. Moi personnellement, ça m'a pas trop aidé, en fait ça m'a surtout donné mal à l'estomac. J'ai l'impression que c'était pire que tout. Alors au tout début ça m'a aidé, parce qu'en plus j'avais que ça, donc j'avais emmené ça en voyage en me disant bon au moins j'aurai ça. Donc ça m'a un tout petit peu aidé au début, mais très vite ça m'a donné mal à l'estomac. Malheureusement moi ça a pas trop fonctionné, donc j'ai assez vite arrêté. Mais je connais plusieurs personnes pour qui ça a vraiment bien marché. Donc ça peut être ça peut être aussi d'acheter du gingembre frais et de se faire des infusions au gingembre. Voilà, moi ça m'a plutôt aidé effectivement, mais en fait ça me soulageait sur le moment, mais pas longtemps. Donc c'est-à-dire qu'il aurait fallu que je passe ma journée à boire des infusions au gingembre. Bon pareil, au bout d'un moment avec la nausée, autant vous dire que les boissons chaudes, j'avais pas du tout envie de boire ça. Donc bon, mais le gingembre effectivement est quand même assez connu pour soulager les nausées et être ok au niveau de la grossesse. Alors pas l'huile essentielle de gingembre, hein. Attention, l'huile essentielle de gingembre à la limite vous pouvez la respirer, mais surtout pas l'ingérer, et voilà, pas d'huile essentielle surtout au premier trimestre. Donc voilà, pour le gingembre. Après moi j'ai testé un autre truc dont j'avais entendu parler qui sont les bracelets d'acupression. Vous avez peut-être vu, j'ai partagé une photo sur Instagram avec mes petits comprimés au gingembre et mes bracelets d'acupression. En fait, c'est des bracelets que l'on porte et il y a une petite boule en plastique ou autre à un point au niveau du poignet qui est le point d'acupuncture par rapport aux nausées. Donc voilà, c'est un point qui est assez facile à trouver, hein. Vous pouvez porter les bracelets en permanence, jour et nuit. Moi, il y a un moment, c'est ce que je faisais. Pareil, ça m'aidait un petit peu, mais c'était pas miraculeux. Donc bon, déjà, ça a un effet un peu placebo où je me dis, j'ai mes petits bracelets, ça va aller. Et puis, bon, au moins, c'est naturel, ça fait pas de mal, on peut les porter en permanence, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de contre-indication. Donc voilà, donc ça, c'est pas mal aussi, ça aide un petit peu. Il y en a chez qui ça marche très très bien. Moi, honnêtement, ça n'a pas été miraculeux, mais bon, j'ai essayé de cumuler tout ce que je pouvais. J'ai aussi testé l'acupuncture, donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire aussi tout à fait quand on est enceinte. Voilà, je suis allée voir une acupunctrice en lui expliquant que je venais pour des nausées et tout, donc elle m'a fait tout un protocole. Alors sur le moment ça marchait très bien, c'est-à-dire que je sortais du cabinet, j'avais plus du tout la nausée, c'était merveilleux, mais en général, dès le lendemain, malheureusement, ça revenait. Donc bon, j'étais un peu dégoûtée parce que je voulais quand même essayer tous les trucs naturels avant d'en arriver à prendre un médicament. Finalement, j'ai pas trop eu le choix. Enfin, si, on a toujours le choix, mais moi, j'en pouvais plus. J'avais l'impression d'avoir vraiment essayé tout ce que je pouvais de naturel, et malheureusement, il n'y a rien qui fonctionnait vraiment. Mais voilà, l'acupuncture, chez certaines personnes, ça marche très très bien. Donc, faut pas hésiter à tester un petit peu ces différentes choses. Alors, bien sûr, tout ça, malheureusement, c'est pas remboursé en général, hein, sauf si vous avez une bonne mutuelle.
mais bon, ça vaut le coup d'essayer. Il y a aussi de l'homéopathie. Alors moi j'ai pas essayé parce que la pharmacie à côté de chez moi, elle ne fait pas d'homéopathie, et maintenant j'habite un peu à la campagne, donc pour trouver de l'homéopathie, il fallait que je fasse beaucoup de routes, et clairement j'avais pas du tout envie. Donc j'ai pas testé l'homéopathie, mais il semblerait qu'il y ait des protocoles qui fonctionnent quand même assez bien, donc pourquoi pas. Après bien sûr il y a la patience, hein. Vous pouvez aussi simplement vous dire bah tant pis, j'attends et je prends mon mal en patience, hein. C'est aussi voilà, c'est aussi faisable, à condition de ne pas vomir et de ne pas se déshydrater bien sûr. Et il existe aussi maintenant des médicaments, donc sur ordonnance, hein. Là c'est vraiment des choses qui doivent être délivrées par votre médecin ou votre sage-femme ou votre gynéco, donc des médicaments qui sont spécialement formulés pour femmes enceintes, c'est-à-dire vraiment sur la boîte il y a carrément une femme enceinte et tout, c'est vraiment créé pour les femmes enceintes. Le problème, je dirais, bon moi pour le coup il y a un moment j'en ai pris parce que j'en pouvais plus, alors ça fonctionnait dans une certaine mesure mais pas complètement, c'est-à-dire que la journée j'étais à peu près ok, donc ça m'aidait quand même pas mal sur la journée, mais le soir j'avais quand même des grosses nausées, souvent j'étais incapable de manger le soir, j'allais me coucher avec la nausée, enfin vraiment ma hantise absolue, donc bon ça malheureusement je l'ai quand même subi. Le problème de ces médicaments en général c'est de la B6 associée à un antihistaminique, et en fait ça calme l'estomac. Et c'est ok niveau grossesse, il y a eu plein d'études, voilà, c'est vraiment des médicaments qui sont faits pour la grossesse. Le problème c'est que déjà c'est pas remboursé, donc c'est hyper cher. Moi je crois que j'avais payé la boîte de 20 comprimés 36,90€ pour vous dire. Et encore ma pharmacie n'est pas dans les plus chères, on a regardé un petit peu, il y a d'autres pharmacies où c'était carrément 40€, et voilà. Il en existe deux différents des médicaments. Moi j'ai pris un qui s'appelle le Xonvea, il existe aussi le Cariban, qui est pas exactement la même formule, qui est quasiment aussi cher, hein, malheureusement, et ça c'est pas remboursé, donc voilà, pas remboursé par la sécu, ce qui m'a quand même aussi grandement énervée. J'ai pas assez creusé le sujet, mais vraiment je ne comprends pas pourquoi ces médicaments ne sont pas remboursés. J'en ai parlé avec ma pharmacienne qui est hyper gentille et ouverte à tout ça, et elle me dit bah a priori c'est parce qu'en fait c'est considéré comme du confort, c'est pas un truc vital, donc bah c'est pas remboursé. Et je lui dis je comprends effectivement, hein, mais en fait à quel moment on considère que c'est du confort? Enfin pour moi c'est une question de survie quoi. Si on n'est pas capable de manger pendant 3 mois, même sans vomir, hein, mais qu'on perd du poids, qu'on perd goût à la vie, qu'on est complètement déprimé, c'est pas du confort, là c'est de la nécessité. Mais bon, c'est encore une autre problématique, hein. Donc voilà, c'est encore un autre débat, mais ça m'a quand même vraiment énervée parce que du coup moi j'ai dû prendre 3 boîtes je crois. Bon bah ça fait quand même un petit budget. Et surtout, en tout cas le médicament que j'ai pris moi, c'est un truc qui endort complètement. Parce que les antihistaminiques de base, ça a quand même potentiellement des effets un peu endormissants, je sais pas si on dit comme ça, un peu sédatifs, et moi c'était carrément un niveau 3. Donc c'est-à-dire que j'avais pas le droit de conduire, j'avais limite pas le droit de faire du vélo, voilà. Et effectivement je passais mes journées dans un état un peu de léthargie. Déjà que j'étais fatiguée parce que j'étais enceinte, mais alors là vraiment j'étais un légume. Donc bon, entre les nausées et la fatigue, j'ai quand même choisi la fatigue parce que les nausées c'était juste insupportable pour moi, mais il faut savoir que du coup c'est quand même un médicament qui implique pas mal de conséquences parce que bah, si jamais j'avais dû prendre la voiture tous les jours pour aller travailler par exemple, bah, j'aurais pas pu prendre ce médicament, même si l'autre qui existe, le Cariban, je crois que lui il est en niveau 1, au niveau attention somnolence, ce qui est déjà mieux, mais bon, ce qui est quand même pas à 0. Bah, c'est normal, hein, les antihistaminiques, voilà, de base, c'est comme ça. Donc bon, c'est pas non plus la panacée, ces médicaments. Moi, j'étais quand même très très contente que ça existe parce que ça m'a bien soulagée. Mais voilà, il faut savoir que c'est pas miraculeux. Moi, ça n'a pas fonctionné à 100%. Et en plus de ça, c'est cher et ça endort. Mais bon, voilà, au moins, ils ont le mérite d'exister. Donc voilà un petit peu les solutions. Après, pour tout ce qui est digestion, d'une manière générale, bah, ça va être un peu les mêmes recommandations, c'est-à-dire d'essayer de faire des repas pas trop lourds à digérer, des choses assez digestes, au niveau combinaison alimentaire aussi. Et aussi beaucoup, moi je sais que j'ai aussi beaucoup travaillé avec ma sage-femme qui fait un travail sur les fascias. On a travaillé sur le nerf vague, parce qu'elle me dit vous avez vraiment le nerf vague qui est complètement bloqué. Donc faut pas hésiter à faire des pratiques aussi qui stimulent le nerf vague, comme la cohérence cardiaque, faire aussi pas mal de relaxation, de yoga, des choses qui mettent du mouvement aussi, parce que bah on le sait, hein, la digestion, il y a aussi une partie mécanique, physique, donc faut pas hésiter à faire des mouvements qui vont remettre de l'espace dans le ventre, qui vont remettre du mouvement dans le ventre, dans les organes. Voilà, moi je fais beaucoup de yoga prénatal par exemple, qui fait quand même beaucoup de bien, qui permet de
remettre de l'espace un petit peu dans ce ventre qui est un peu tout spasmé. Je suis allée voir une ostéopathe aussi qui m'a aidé à travailler aussi sur le diaphragme qui est souvent assez bloqué. Et donc si le diaphragme est bloqué, ça bloque aussi tout le ventre et toute la cage thoracique. Donc voilà, faut pas hésiter à aussi travailler pas que sur l'alimentation et sur l'estomac, mais sur tout ce qui est à côté en fait. Donc vraiment travailler sur le système nerveux aussi. Mon ostéopathe me disait très justement, elle me dit le premier trimestre, il peut aussi mettre un peu le système nerveux en mode survie. Surtout effectivement quand on a des nausées, qu'on est un peu paniqué, que ça va pas du tout. Moi je l'ai senti, vraiment j'étais en mode survie pendant 2 mois et demi. Et du coup elle me dit dans ces cas-là, faut vraiment travailler sur apaiser le système nerveux, remettre de la sécurité, travailler le nerf vague, etc., faire des respirations, parce que ça va aussi forcément jouer sur la digestion. On le sait, tout ce qui est stress, etc., forcément ça joue. Donc voilà un petit peu pour les solutions, même si j'ai envie de dire c'est des solutions, c'est... Chez certaines personnes ça marche très très bien, chez d'autres ça marche pas forcément à 100%, mais voilà, tout ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer c'est déjà bien. Et maintenant pour terminer, pour répondre un petit peu à vos questions, aux questions que vous m'avez posées sur Instagram, on m'a demandé peut-on prévenir l'hyper-MS gravidique. Malheureusement j'ai l'impression que pas vraiment, puisque il y a quand même une partie génétique, il y a une partie hormonale sur laquelle je crois pas qu'on puisse faire grand chose en amont en tout cas, puisque chaque femme réagit vraiment différemment. Par contre, je pense qu'il faut vraiment pas hésiter quand on est dans ce cas-là à consulter, à ne pas rester seule avec ses troubles et à se dire juste je suis enceinte, c'est comme ça et donc je subis. Faut vraiment pas hésiter à demander de l'aide et voilà, parce qu'il y a aussi ce truc un peu les femmes, il y a vraiment ce truc de tu souffriras pour être belle et tu souffriras pour enfanter. Mais en fait non, aujourd'hui il y a quand même beaucoup de solutions qui existent et il faut pas hésiter à consulter son médecin, sa sage-femme, son gynéco ou voilà. N'importe qui pourra nous aider si vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas, si vous n'êtes pas bien, ne restez pas avec ça. Donc voilà, mais malheureusement, de tout ce que j'ai vu, en tout cas, je crois pas qu'on puisse prévenir l'hyper-MS gravidique, malheureusement. On m'a demandé, les nausées et l'alimentation ont-elles un lien? Est-ce que l'alimentation peut les aggraver? Oui, évidemment, si vous mangez des choses qui sont difficiles à digérer ou voilà, forcément, ça peut augmenter les nausées. Donc c'est pour ça que souvent on conseille de manger des choses assez neutres, surtout au début, en essayant de garder un équilibre alimentaire. Mais alors moi, autant vous dire que d'habitude je fais hyper attention, mais là, pendant 2 mois, c'était écoutez, je vais manger ce que je peux, parce que l'idée c'était juste de pouvoir m'alimenter. Après, le fait de me dire, alors il faut qu'il y ait des légumes, des protéines, en fait non, on verra plus tard. Et le corps est bien fait, tant pis, il va puiser dans tout ce qu'il peut, et puis voilà. Mais voilà, effectivement, l'alimentation peut aggraver les nausées si on mange des trucs, et surtout si on mange des choses très sucrées, puisque forcément ça va déclencher une hypoglycémie réactionnelle, donc là ça peut engendrer des nausées. Donc faut aussi faire attention à ça, même si vous avez... Moi j'ai surtout eu des envies de salé, mais parfois les femmes enceintes ont des envies de sucré. Il faut manger ce que vous pouvez, mais essayez d'éviter les choses qui sont très sucrées, parce que forcément vous allez faire une hypoglycémie réactionnelle, et donc potentiellement ça va augmenter les nausées. Donc voilà. On m'a demandé aussi, les problèmes digestifs et nausées enceintes sont-ils aggravés par le syndrome de l'intestin irritable et peut-on agir dessus en prévention? Alors oui, c'est sûr que si vous avez un syndrome de l'intestin irritable, il y a de plus fortes chances que vous souffriez de troubles digestifs et ou de nausées. Mais encore une fois, c'est pas non plus mathématique, parce que je vous dis, je connais plusieurs personnes chez qui, à l'inverse, la grossesse, ça a été le moment où elles n'ont plus eu de troubles digestifs. Donc, on ne sait jamais, il faut pas partir absolument défaitiste et se dire, si j'ai déjà des troubles digestifs, ça va être pire pendant ma grossesse. Des fois, on sait pas. Donc ça, il faut vraiment, c'est un peu la bonne nouvelle. Et peut-on agir dessus en prévention? Je pense que idéalement, bien sûr, c'est pas mal avant une grossesse de régler tout ce qu'on peut au niveau digestif, préparer le foie aussi peut-être avec quelque chose qui va un peu le soutenir. Moi j'ai pris du chardon-marie pendant 2 ou 3 mois je crois avant ma grossesse par exemple, pour soutenir le foie, parce que tout ce qui est hormonal, ça implique aussi le foie où il va avoir plus de boulot. Mais vous voyez, moi j'ai eu beau vraiment travailler dessus, ça n'a pas du tout aidé. Donc, pas du tout, j'en sais rien. Peut-être que si j'avais pas du tout travaillé dessus, j'aurais été encore plus malade et voilà, je n'en sais rien. Mais en tout cas, par rapport à tout le boulot que j'ai fait avant, j'avoue que je suis un peu dégoûtée quand même de pas être au top de la digestion pendant ma grossesse. Donc voilà, peut-on agir dessus? J'ai envie de dire oui et non, mais c'est pas une science exacte et malheureusement j'ai l'impression qu'on peut pas vraiment savoir à l'avance comment on va réagir, voilà, c'est un peu la loterie. Mais vraiment,
Pour conclure sur tout ça, si j'avais un conseil à donner, c'est déjà de ne pas rester seul avec vos maux, MAUX, avec vos troubles digestifs, etc. Faut pas hésiter à en parler, que ce soit déjà à votre entourage pour qu'ils puissent vous soutenir, parce que franchement c'est un moment où on a besoin de soutien, et aussi à des professionnels de santé pour voir ce qu'il est possible de faire, parce qu'il y a quand même certains médicaments qu'on peut prendre pendant la grossesse qui sont ok, qui sont compatibles grossesse, qui n'ont pas de risque. Donc si vraiment vous avez besoin, n'hésitez pas. En fait, il y a un moment, moi au début j'étais là, non, je veux pas prendre de médicaments, mais en fait je n'en pouvais plus d'avoir la nausée et je perdais du poids. Et donc là je me disais, je sais pas comment je vais finir. Donc il y a un moment, il faut pas, faut essayer tout ce que vous pouvez de manière naturelle. Si ça marche, c'est génial. Mais il y a un moment, c'est aussi un moment quand même de vie où on est assez vulnérable, il faut quand même se préserver. Et donc vraiment, ne restez pas seul avec tout ça. Et parce que surtout, dites-vous que vous n'êtes pas seul. Et c'est pour ça aussi que moi j'en parle, parce que je trouve que sinon il y a un peu trop ce truc de les femmes vivent ça un peu dans leur coin, elles subissent et puis en fait elles en parlent après en disant c'était horrible mais je l'ai dit à personne et voilà. Mais pourquoi en fait? Enfin vraiment, ne restez pas seul. Il existe des solutions et puis ça fait du bien aussi juste des fois de savoir qu'on n'est pas seul à vivre ça et que c'est plus ou moins normal, mais que voilà, qu'il y a des solutions, ça va passer, qu'on n'est pas tout seul. Donc vraiment, voilà un petit conseil bonus par rapport à tout ça. Voilà, je vais m'arrêter là, j'avais beaucoup de choses à dire finalement sur ce sujet. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu, aura pu vous apporter des informations, si vous êtes concerné par ça ou si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est concerné par ça, ou si vous envisagez de devenir enceinte dans les mois ou années qui suivent, ou voilà, j'espère en tout cas que ça aura pu à la fois vous aider, peut-être vous faire vous sentir moins seul si vous êtes aussi en plein dedans, et surtout que ça aura pu vous donner un peu des explications aussi, parce que si vous êtes comme moi, peut-être que ça fait du bien d'avoir des explications, des trucs un peu concrets pour se dire ok, bon, je comprends pourquoi je vis ça, c'est pas très drôle, mais voilà, je comprends. Donc voilà pour ce vaste sujet qui est la grossesse et la digestion. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez suivre un petit peu tout ça. Alors je ne vais pas parler que de grossesse, c'est pas parce que je suis enceinte que je vais me mettre à parler que de ça. Mon sujet ça reste la digestion, vous transmettre toutes les infos que je peux sur la digestion, la pratique de naturopathie spécialisée en digestion, etc. Mais forcément, je vous partagerai aussi un petit peu mon parcours de femme enceinte et peut-être les solutions que je vais trouver pour améliorer ma digestion. N'hésitez pas à réagir à cet épisode si vous souhaitez me partager quoi que ce soit ou me poser vos questions. Je reste disponible par email ou sur Instagram. Je suis toujours ravie d'échanger avec vous, donc n'hésitez pas. Et puis, si vous aimez le podcast et si vous avez aimé cet épisode, pensez à me laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée, c'est ce qui permet de faire découvrir le podcast au plus grand nombre. Nous on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin de vous.